En route. Donc aujourd'hui, ben, je remercie Lucie Sénéchal-Pérouaud d'intervenir dans ce séminaire a pris des tas de précautions oratoires pour me dire qu'elle ne travaillait pas spécifiquement sur les relations Chine-Afrique, ce à quoi je lui ai répondu que ses connaissances à propos du spatial commercial chinois nous permettrait peut-être d'aborder de façon plus adéquate ou pertinente les remarques qui ont pu être faites ces derniers temps sur des propositions commerciales que la Chine a pu faire ou que des entreprises chinoises ont pu faire à des pays africains, que ce soit pour la vente de matières, de satellites ou la création de bases de lancement et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir mieux décortiquer cette avalanche de nouvelles que l'on a toujours beaucoup de mal à comprendre. Donc, nous avons un petit coin de savoir là. C'est à nous d'en profiter et on ne l'embêtera pas en lui demandant des solutions pour l'Afrique, ni a fortiori pour le Sud global. Merci Lucie, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour cette introduction. Alors, pourquoi ce sujet? Monsieur Perrault l'a déjà plus ou moins évoqué. C'est d'abord parce que il a fait, selon ses propres termes, un véritable harcèlement à mon encontre pour que je vienne vous parler. Et j'étais un peu mal à l'aise parce que ne travaillant plus depuis assez longtemps sur les sujets africains, j'étais pas certaine de ma place dans le séminaire. Donc, l'accord auquel on est arrivé, c'était de faire se rencontrer en fait deux expertises, la mienne sur le spatial, notamment le spatial commercial, et puis vos expertises sur les relations Chine-Afrique. Euh, je pense être dans une position adéquate pour faire ça, disons qui limite mon complexe de l'imposteur, puisque j'ai réalisé en 2019 des travaux sur les relations entre la Chine et l'Angola. D'ailleurs, le rapport et la synthèse de ce rapport sont disponibles sur le site de Thierry Perrault. La méthodologie que je vous propose donc, c'est de présenter mes travaux sur la commercialisation du spatial et le spatial commercial, donc mes travaux de thèse qui sont eux aussi disponibles. Je vous mets le lien d'accès sur la prochaine slide. Tout en faisant systématiquement un lien avec l'Afrique et le Sud global, puisqu'il n'y a pas tellement de raisons de faire, dans ce format-là, de traiter spécifiquement de l'Afrique. Donc, je vous propose le plan suivant. Une introduction qui va être assez approfondie sur le cadre réflexif, un peu sur les aspects méta du sujet. Comment est-ce qu'on traite les relations Chine-Afrique vis-à-vis de comment est-ce qu'on traite le spatial dans mon expérience. Ensuite, la commercialisation du spatial, donc dans les années 80, c'est un plan chronologique, hein, avec le phénomène en Chine et puis comment est-ce que ça va impacter les relations entre la Chine et l'Afrique et le Sud global, comment est-ce que ça va amener à l'établissement de certaines relations. Ensuite, l'émergence du spatial commercial, cette fois-ci à partir du milieu de la décennie 2010, le phénomène en Chine et comment est-ce que cela s'articule avec les échanges préétablis voilà, avant d'avoir des propos conclusifs. Donc ça, c'est le QR code pour ma dissertation de thèse. J'espère que ça fonctionne. Dans tous les cas, c'est sur thèse.fr et le site est maintenant fonctionnel. Il était en maintenance ces derniers jours. Donc, en introduction, le cadre réflexif. Les sujets spatial Chine et Chine-Afrique présentent un certain nombre de points communs dans leur traitement médiatique. Là, je vous ai mis donc les résultats de Google Actualité. À l'origine, c'est une recherche que j'avais faite pour moi pour un article de presse qui m'a été demandé. Et donc, on voit hein, les premiers résultats qui arrivent sur le spatial commercial. Ça va être un discours qui est globalement menaçant, qui met en scène une rivalité des puissances, qui s'inscrit dans un cadre un prisme analytique de relations internationales. Ça, c'est assez important parce que ça ne permet pas d'étudier les dynamiques au niveau interne en Chine et les éventuelles frictions qu'il va pouvoir y avoir. Et ce récit mainstream-là, il est solidement établi. C'est-à-dire qu'on va le retrouver de manière assez systématique et ça va avoir pour effet, lorsqu'on écrit un article, par exemple de presse, mais ça fonctionne aussi pour un article scientifique, il est très facile de s'inscrire dans ce récit par un effet boule de neige. En fait, vous aurez beaucoup de personnes que vous pourrez citer.
Donc voilà. Les points communs, quelque part, ils s'arrêtent là. Enfin, il y a de grosses différences dans la manière dont on traite les sujets Chine-Afrique et les sujets spatials pour ce qui va être de la recherche académique et de l'expertise. Alors, je tiens à préciser que pour la première ligne de ce tableau qui concerne les relations Chine-Afrique, qu'il s'agit d'une perspective impressionniste, hein. C'est les travaux que j'avais faits à l'époque m'avaient fait remarquer ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs auquel je dédie un petit paragraphe dans ma thèse, ce parallèle-là. C'est que pour le traitement académique des relations Chine-Afrique, il y a des institutions qui sont clairement identifiées. Par exemple, la China Africa Research Initiative à la Johns Hopkins University, avec laquelle je m'étais rendue très facilement en contact au cours de mes recherches en Angola. Et c'est Deborah Breutingham, qui était la directrice à l'époque, qui m'avait dit, vous devriez contacter Thierry Perrault. Là, ça nous amène à ce séminaire qui est un séminaire bien installé. Les personnes qui connaissent les relations Chine-Afrique vont se rendre à ce séminaire, etc. Et dans l'approche, on a cette idée d'opposer une recherche rigoureuse, notamment basée sur des recherches quantitatives et empiriques, à ce récit mainstream dans la presse. Enfin, en tout cas, c'est dans les lectures que j'avais faites à l'époque, je trouvais assez régulièrement ce fonctionnement-là. Voilà ce qui est dit souvent, mais ça, une étude sérieuse des données dont nous disposons, par exemple notre magnifique base de données, démontre que c'est plutôt ça, ça et ça. Pour le traitement académique, et je tiens à dire aussi expert du spatial chinois, parce que ça va surtout être de l'expertise, c'est pas un sujet académique finalement. Il va s'agir plutôt d'affirmer ce que c'est que le spatial chinois dans un contexte de rareté des sources. Et donc, il va y avoir les discours qui vont être tenus vont être finalement très spéculatif sans nécessairement se présenter comme tel. Donc, l'organe principal qui publie sur les activités spatiales en termes de quantité chinoise, c'est une commission au Congrès américain qui s'appelle US-China Economic Security Review Commission. On a aussi occasionnellement le Center for le CSIS, je me souviens plus exactement du sigle, la RAND, et plus occasionnellement, il y a la Secure World Foundation qui a un peu changé d'approche. Aujourd'hui, je les mettrais éventuellement dans la ligne d'en dessous qui est la ligne rouge. Donc, dans cette ligne, j'ai mis l'Institute for Defense Analysis qui a fait un très bon rapport sur le spatial commercial, qui est un rapport un peu fondateur en 2018, me semble-t-il, et une recherche éparpillée qui vont proposer une diversité de contre-discours. Donc, c'est pas forcément organisé de manière aussi systématique comme opposer une recherche rigoureuse à un récit présent notamment dans les médias de masse, mais il va y avoir une diversité de contre-discours. Aussi, dans le monde académique, il y a cette obligation d'avoir un cadre théorique qui va être très varié. Et donc, on ne va pas non plus avoir une unité dans les publications. Ça, je vous montrerai à la slide d'après. Et ensuite, on a les consultants. Donc, notamment Nova Space, anciennement Euroconsult, et Orbital Gateway Consulting. Ça, c'est Blaine Curcio, le fondateur, qui est considéré un peu comme l'expert mondial sur le sujet, qui publie des rapports, mais ces rapports ne sont pas publiquement accessibles. C'est-à-dire que bah, il y a un coût d'entrée qui dépasse les 10 000 € pour accéder à ces rapports-là. Et donc ça va avoir une grosse influence sur les questions épistémologiques de comment est-ce qu'on produit le savoir sur le spatial. Alors, pourquoi est-ce que on va avoir ce traitement particulier? Ce qui caractérise en fait les discours sur le spatial chinois, c'est qu'on a cette très forte expertise stratégique dans la veine China Threat, alors que peut-être dans le cas des études sur la Chine-Afrique, on a un très fort pôle académique, une accessibilité des sources qui est limitée. Alors, il y a la question de la langue, mais il y a aussi la question de la formation des experts. C'est-à-dire que si on s'inscrit dans les études stratégiques, ben, les personnes ne vont pas forcément être formées à lire le chinois. Il y a les questions de discipline. On a une trop grande pluralité de disciplines. C'est difficile d'avoir un discours cohérent. Dans l'accès aux sources, il y a la question du secret. C'est-à-dire que les activités spatiales sont considérées comme sensibles, peut-être plus que les relations Chine-Afrique. Et donc ça va faire qu'on va avoir un discours qui est plus spéculatif parce qu'on n'a pas de source. Des enjeux militaires qui sont vraiment importants, hein, puisque depuis 2001, la Chine considère que la Chine est
menace à ses intérêts vitaux dans l'espace, pour dire les choses simplement. Et puis des questions économiques, c'est-à-dire que l'expertise sur le spatial, elle est financée notamment par les budgets militaires, ce que dénonce d'ailleurs Grégory Poulaki. Et puis, il y a aussi une attractivité du conseil, c'est-à-dire que dans le spatial, il est très facile de travailler dans le conseil. Il y a une recherche pour ce type d'expertise et c'est des conditions de travail qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, on va avoir, enfin, en termes de salaire, disons. Donc, on va avoir une bonne partie de l'expertise, enfin, on va avoir une espèce de brain drain de personnes qui pourraient faire de l'information publique, mais qui vont faire de l'information, com- comment dire, propriétaire, entre guillemets, du savoir propriétaire. Donc là, je vous ai mis des exemples hein, de sources qu'on peut trouver sur le spatial en Chine. Vous pouvez voir aussi la diversité des publications. Grégory Poulaki, je vous ai mis un article du Diplomate, mais vous auriez pu avoir le rapport qu'il a fait. Lui, il est à l'Union of Concerned Scientists, donc c'est un peu de la science militante. Euh, donc, si vous prenez une photo de cette capture d'écran-là, vous n'avez pas quelque chose d'exhaustif, mais quasi, sur ce qui s'écrit sur le spatial commercial en Chine, sachant que j'ai mis un certain nombre d'articles qui ne sont pas tout à fait sur le commercial, qui s'élargissent un peu, disons. Euh, Notamment, je vous invite à regarder le fait qu'il y a un aspect juridique avec les écrits de Xiao Danu. Donc, c'est une partie importante de l'expertise sur le spatial. C'est les juristes qui ont bah, une importance, que ce soit sur la Chine ou ailleurs, dans le spatial. Les deux articles suivants en bas à droite, publiés par Space Policy, qui est quand même la revue majeure en la matière, vont traiter justement des logiques internes au spatial chinois, l'opinion publique par exemple, ou le prestige national dans un contexte de récit historique. Mais vous voyez bien qu'il y a des approches vraiment très différentes. Au-dessus, on a The Genius Rocket Boys, qui est un article qui est en cours de publication que j'ai pu relire, qui va avoir une perspective quasiment sociologique ou anthropologique sur qui fait du spatial en Chine, qui sont ces jeunes entrepreneurs qui font du spatial commercial. On a des articles qui ont une tendance plutôt économique, hein, avec le dernier article en bas à gauche sur la croissance rapide du spatial commercial chinois. Voilà. Hop. Donc, à présent, entrons dans le vif du sujet et on va commencer par la commercialisation du spatial. Donc, une entrée très rapide en la matière sur l'histoire des activités spatiales chinoises, qui sont une piste de recherche pour moi dans le futur. La commercialisation du spatial occupe une moindre importance dans ma thèse, mais elle est vraiment cruciale pour comprendre les relations Chine-Afrique. En 1956, on a les débuts officiels du programme spatial chinois dans le cadre du programme de bombes un satellite. Donc développer la bombe A, la bombe H et lancer des satellites. Intéressant de noter que 56, c'est un an avant Sputnik. Donc ils étaient vraiment euh, en avance, entre guillemets, enfin, ils se sont positionnés très rapidement sur les questions spatiales. Ce programme-là, à la différence d'un certain nombre de programmes scientifiques, il va survivre au grand bond en avant et à la révolution culturelle. C'est quelque chose qui est pas mal décrit par Evan Feigenbaum dans China Techno Warrior, qui explique que c'est en partie parce que ces programmes sont des programmes d'armes stratégiques et donc ils vont continuer à se perpétuer. Ça a une importance aussi dans l'organisation du spatial chinois parce que vous allez éventuellement lire que le programme spatial chinois il est essentiellement militaire, etc. C'est pas forcément vrai dans le sens, c'est pas forcément rigoureux comme analyse, mais il faut se dire qu'en fait l'ensemble des activités spatiales civiles qui ont pu se développer jusque dans les années 60 eh bien, elles ont disparu à partir du moment où la révolution culturelle arrive et on commence à s'attaquer aux scientifiques. Et donc, par décision de Zhou Enlai, les scientifiques du spatial vont être protégés en fait par l'armée populaire de libération. Et l'ensemble des recherches spatiales vont se faire dans ce cadre-là. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on souligne l'importance des institutions militaires dans le spatial chinois. À la suite de cela, Mao décède, Deng prend sa succession et là, on a une réorientation économique majeure que vous connaissez bien, hein. On est dans le cadre de la réforme et de l'ouverture. Donc, on n'est plus sur de l'industrie lourde liée à la défense, on va faire plutôt de l'industrie légère et chercher le développement économique du pays. Et dans ce cadre-là, on voit l'entrée des lanceurs longue marche sur le marché international des lanceurs. Dans les années 1980, on a
un marché international du lancement qui émerge, c'est la commercialisation du spatial au niveau mondial. Euh, et alors que on demande à ces programmes d'armes stratégiques de trouver une partie de leur propre budget, on va arrêter de leur donner un soutien illimité comme Souma, vient l'idée de créer une entité, la China Great Wall Industry Corporation, qui existe toujours aujourd'hui, qui est assez importante, pour vendre des services de lancement à des entreprises étrangères. Donc, si vous n'êtes pas familier au spatial chinois, ce que je vous dis va beaucoup vous surprendre, mais les Chinois ne sont pas des arrivés tardifs sur le spatial tout court. Les programmes commencent dans les années 50, et même s'ils sont ralentis par le départ des experts soviétiques et puis évidemment le grand bond en avant et la révolution culturelle, il y a une cohérence dans ces programmes. Et contrairement à d'autres programmes scientifiques, ils ne vont pas être complètement détruits par la révolution culturelle. Et de plus, la Chine n'est pas en arrivée tardif sur les activités commerciales. En fait, elle entre dans la course à un moment tout à fait normal. Mais c'est un discours qu'on retrouve beaucoup, l'idée que la Chine est un dernier arrivé, ça n'est pas vrai. Voilà, je vous ai mis des petites citations pour illustrer cette période. Donc ça fonctionne bien dans un premier temps, cette arrivée sur le marché international des lancements. On trouve dans le livre blanc spatial de 2001, bon, les livres blancs spatiaux, c'est des documents publiés tous les 5 ans qui seraient un peu les plans quinquennaux du spatial. C'est des documents qui sont traduits officiellement en anglais, qui sont publics et auxquels on fait le reproche d'être très vagues, mais en tout cas, ils nous donnent une approche. Et dans le livre blanc spatial de 2001, il est précisé que 27 satellites ont été lancés pour le compte de clients étrangers entre 1980 et cette date. Cette stratégie, elle est essentiellement tournée vers l'Occident puisque 17 des lancements sur 19, alors les différences de chiffres, c'est parce que là, je me base sur les travaux de Nathaniel Rome. Je vous recommande vraiment cette lecture pour comprendre les relations internationales de la Chine pour ce qui est de la commercialisation des satellites. C'est vraiment très très bien ce qu'il a fait. Et donc on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres parce qu'on ne travaille pas exactement sur les mêmes périodes, mais ça vous donne un ordre de grandeur. 17 lancements sur 19 sont pour des pays occidentaux et 23 satellites sur 25 sont développés par les entreprises états-uniennes. Pour les personnes qui ne sont pas dans le spatial, euh, un lancement peut lancer plusieurs satellites. Donc, il n'y a pas d'incohérence dans ces chiffres. À partir des années 1990, la Chine va faire l'objet d'un revirement complet de régime américain et le contrôle export va bloquer de facto les services de lancement de satellites issus des États-Unis. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut tout à fait élaborer après la présentation. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Je vous ai mis à droite l'image de l'origine de ce scandale, disons, ce qui a mis le feu aux poudres. C'est le crash d'Intelsat 708, donc un satellite américain lancé par des entreprises chinoises. Et à partir de là, il va y avoir une réorientation complète de la stratégie de développement international chinoise en matière de lancement, puisque le contrôle export, il ne fait pas que bloquer les satellites américains, il bloque aussi tous les satellites étrangers qui contiennent des composants américains. Et avec la place qu'a l'industrie américaine sur les chaînes de valeur, ça bloque beaucoup de coopération, notamment avec l'Europe. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, la stratégie va viser plutôt les pays en voie de développement et le Sud global. Des relations vont se nouer avec l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, l'Éthiopie, etc. Vous avez la liste sur le PowerPoint. Et il ne va plus s'agir progressivement de lancer des satellites étrangers, mais de proposer des lancements clés en main qui intègrent des satellites chinois. Donc, quel satellite? Ça va être la télécommunication, l'observation euh, et le géopositionnement, ainsi que des applications relatives à ces satellites-là, hein. Par exemple, l'observation, je peux vous vendre des données de mes satellites. Je suis pas aussi obligée de lancer un satellite pour vous, je peux vous donner mes propres images. C'est notamment les D-Lin qui font beaucoup ça.
mais aussi la construction de stations sol pour le suivi des satellites, l'opération des satellites et la formation de techniciens. Donc au total, sur une diversité de formations possibles, ça concernerait 4500 personnes entre les années 2000 et 2023. Euh, pour ces échanges, on a une facilitation de la China Great Wall Industry Corporation, pardon, qui facilite notamment l'obtention de prêts par l'Exim Bank à des conditions préférentielles. Et là, les personnes qui travaillent sur la Chine-Afrique vont sans doute se retrouver avec des fonctionnements qui sont très familiers. On a cette entreprise-là, China Great Wall Industry Corporation, qui a souvent des pôles d'ailleurs dans les pays à l'étranger, qui va être en relation notamment avec l'ambassade et qui va faciliter ces échanges via des financements à taux plus ou moins préférentiels de l'Exim Bank. Et là, pour moi, ça ressemble beaucoup à ce que je voyais en Angola pour le financement d'infrastructures. Et il s'agit, et c'est un terme trouve, hein, qu'on peut trouver dans des politiques officielles, d'une extension du going out. Donc ce mouvement dans les années 2000 notamment, où les entreprises chinoises qui font face à un marché congestionné au niveau national vont aller s'exporter dans d'autres pays. On utilise plutôt le going out pour l'infrastructure, mais il s'applique aussi au spatial. Donc on a cette alliance d'enjeux diplomatiques et économiques d'enjeux de prestige et de soft power, hein. On n'est pas juste sur des questions purement économiques ici, parce que pour un État, bah, le fait d'accéder au spatial, ça a aussi une importance symbolique, c'est accéder à un certain rang, accéder à un certain standing, etc. Et ça s'intègre bien dans la logique et les discours chinois de coopération sud-sud, notamment au sein du comité de l'ONU pour l'espace extra-atmosphérique, l'UNOSA. Mais cette extension du going out, elle a aussi ses limites qui sont communes aux différentes modalités du going out. On a une transmission des infrastructures qui n'est pas forcément simple, c'est-à-dire que on a construit des stations sol pour le suivi et l'opération des satellites, mais c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre locale qui est formée pour le faire, quand bien même il y aurait des formations euh, d'offertes. Et ça me fait beaucoup penser à ce qui se passait en Angola avec, on a construit des hôpitaux, mais on n'a pas de médecins, on a construit des écoles, mais on n'a pas de professeurs. Donc là, la coordination en fait entre les prestataires chinois et l'opération locale, elle n'est pas forcément évidente. Et puis des questions de paiement, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est avec le retour sur investissement, avec les gains générés par les satellites qu'on rembourse le prêt, sauf que ça marche pas toujours. Le business plan, il n'est pas toujours très bien pensé, et donc ça fonctionne pas nécessairement. Donc ça, même chose, ça a pu me faire penser à des choses que je connaissais dans les échanges Chine-Afrique. Euh, Autre élément vraiment intéressant et que je pense qu'il serait bon de retenir, parce que je vois vraiment pas ça dans la presse, dans les publications générales, c'est que le cas de la vente de produits et de services spatiaux, c'est un cas de découplage accompli entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que c'est des technologies pour lesquelles les échanges ont été complètement coupés à la fin des années 90. Bon, avant cela, la Chine s'est quand même largement développée, comment dire, avec ses propres forces depuis le schisme avec l'Union soviétique. Mais dans tous les cas, on a bien deux systèmes avec des fonctionnements, des chaînes de production, des standards pas identiques. Et donc, la Chine fait avec ça, avec cette situation-là. Et on voit aussi ce qui se passe euh, 20, 30 ans après. C'est que bah, ils ont un marché, ils développent ce marché, etc. Donc on a eu le développement d'une innovation indigène et une limitation des échanges avec l'Occident, ce qui pose aussi quand même la question des apports technologiques. Parce que voilà, les échanges spatiaux, c'est pas des échanges qui sont purement commerciaux. Et il y a aussi toujours cette volonté quand même d'acquérir éventuellement des technologies quand on fait des coopérations spatiales. Pas forcément les coopérations commerciales, mais les coopérations spatiales, il y a toujours cette idée qu'on va acquérir quelque chose en termes technologiques. Et ça, c'est un peu compliqué pour la Chine, puisque
du fait des contrôles export américains et de son exclusion de l'ISS aussi, elle est limitée dans ses échanges au nombre de pays cibles qu'elle peut avoir. Les exceptions à cela, c'est le Brésil avec les satellites CBRS, China Brazil Earth Resource Satellite. Donc ça, c'est des satellites qui font du satellite d'observation qui sont développés à 50, 50 entre la Chine et le Brésil. Et l'Afrique du Sud qui a aussi un programme spatial un peu plus diversifié, disons, qu'un certain nombre d'autres partenaires avec qui il y a des échanges un peu plus divers d'ordre notamment scientifique. Donc voilà, ça c'est des images que j'ai trouvées intéressantes, que j'ai tirées de l'article dont je vous parlais, un Nathaniel Rome. Donc là, vous voyez bien le changement de, de cible, hein, avec ce gros choc dans les années 2000. On n'exporte plus de satellites. On est dans une réorganisation stratégique. Et puis ensuite, des lancements qui vont être des lancements non plus uniquement de pays étrangers. De toute façon, quand il s'agit de lancements pour des pays étrangers, ça a pu être des pays occidentaux parce que ce n'est plus possible, mais aussi ces fonctionnements clés en main. Ça, je trouve ça super. Ça vient du même article, mais là, je trouve qu'on voit bien l'aspect going out strategy où le client étranger, donc qui est un État a priori, va voir la China Great Wall Industry Corp, qui va arranger les solutions avec les diverses personnes concernées. Donc, les deux premiers items, là, la SAST et la CAST, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces détails pour vous retenir. Ce que vous retenez, c'est que ça appartient à la CASC, China Aerospace Science and Technology Corporation, qui est vraiment l'entité majeure, quasi monopolistique dans les activités spatiales en Chine, qui est divisée en différentes académies qui ont différentes spécialités, donc notamment les lanceurs et les satellites, le financement par l'Exim Bank, les questions juridiques et réglementaires, l'assurance et l'opération des vols. Donc ça représente aussi un marché. Ça, je vous recommande aussi cette lecture-là. J'ai trouvé ça vraiment pas mal non plus. C'est aussi une étude de 2023. Donc voilà, là vous avez une répartition un peu des marchés et on voit que sur ce que représentent les sommes que représente l'acquisition de satellites, eh bien, on a une majorité qui revient à la Chine. Et ça souligne aussi des enjeux éventuellement de compétition de compétitivité vis-à-vis, entre autres, de la France, pourquoi pas de l'Europe, puisqu'on on voit les parts relatives. Je vous ai mis aussi cette infographie-là. Comme c'est enregistré, vous pouvez avoir tout le loisir de regarder ça tranquillement chez vous. Et c'est tiré de la même étude. Donc, vous voyez un peu les pays pour qui des lancements ont été effectués. Alors, on arrive à la transition avec la partie suivante. Au cours de mes recherches, donc ça c'est une citation qui est tirée de ma thèse, au cours de mes recherches, un ancien employé du secteur d'État qui était à présent à la retraite et qui travaillait dans les assurances, donc c'est des personnes auprès de qui j'ai beaucoup envie de faire des interviews parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir une approche historique que j'interrogeais sur cette question de distinction entre commercialisation du spatial et spatial commercial, m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'échec de la commercialisation du spatial qui a donné naissance au spatial commercial. Donc on arrive à la deuxième partie de cette présentation qui est l'émergence du spatial commercial. Euh, donc, on a deux termes, commercialisation du spatial et spatial commercial. C'est deux termes qui sont très proches. En chinois comme en français ou en anglais. Je vous ai mis à chaque fois sur la première slide la version en mandarin pour les personnes qui peuvent le lire. Cette distinction-là, elle n'est pas forcément clairement établie. C'est-à-dire que c'est une distinction que j'ai trouvée dans la littérature avec notamment une autrice qui est très insistante là-dessus. Mais c'est pas forcément clair et on verra pourquoi. Pour les besoins de cette slide en particulier, je vais
simplifier les choses et prendre l'avis de cette dame pour que vous compreniez bien la distinction entre les deux. La commercialisation du spatial, ça veut dire avoir des activités spatiales à but lucratif dans le contexte que je vous ai donné, hein, notamment des années 80, qui est la réforme et l'ouverture. Mais les entités opérantes sont des entreprises d'État. Vous l'avez bien vu, là, le fonctionnement international avec la China Great Wall Industry Corporation, on est sur un fonctionnement qui est 100% étatique. Le spatial commercial, c'est une diversification des acteurs du spatial pour inclure, entre autres, des entreprises et des capitaux privés dans le domaine amont. Et ça, je vais insister un peu là-dessus pour les personnes qui sont dans le spatial. L'amont, c'est tout ce qui vient en haut de la chaîne de production. Donc, ça va être la manufacture de satellites, les lancements, par opposition à l'aval. L'aval, ça va être l'utilisation de données spatiales. Le spatial commercial c'est-à-dire la diversification des acteurs dans le secteur aval, il commence dès les années 2000. Donc, ce qui est nouveau dans le spatial commercial, c'est que des activités qui sont plus sensibles, en particulier les lancements, vont pouvoir peu à peu intégrer des acteurs privés. Et c'est ça la différence entre commercialisation du spatial et spatial commercial. Hop. Donc, on a une typologie des entreprises du spatial commercial. Pour une raison inconnue, la numérotation est gigantesque. Donc, cette typologie, là, je vous ai mis la citation du rapport dont je vous parlais tout à l'heure de l'Institute for Defense Analysis de 2019, hein, Evaluation of China's Commercial Space Sector. C'est une grosse pièce, c'est un gros morceau. Mais c'est vraiment un très bon rapport, c'est un rapport qui a fait date. Et aujourd'hui, cette typologie, elle est considérée comme, oui, elle fait pas débat. Donc, dans les entreprises du spatial commercial, on va toujours trouver des entreprises qui relèvent plutôt de la commercialisation, donc les filiales commerciales des entreprises d'État, des SOE. Ensuite, on a des entreprises mixtes qui sont dérivées notamment de la CAS, l'Académie chinoise des sciences, qui ont un fonctionnement assez particulier et qui sont financés en partie par des capitaux privés, en partie par des instituts de l'Académie chinoise des sciences. Ensuite, on a des entreprises privées importantes qui se diversifient vers le spatial. C'est le cas notamment de Geely, le constructeur automobile qui aujourd'hui lance une constellation d'Internet des objets pour notamment proposer des services dans les voitures qu'ils commercialisent. Et ensuite, on a les entreprises privées, les startups privées. La confusion, la confusion entre les différents types d'entreprises, elle est entretenue euh, par différents acteurs. En fait, quand on regarde la littérature, donc ça c'est vraiment, je vais très rapidement là-dessus, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à lire ma thèse, c'est que pour une recherche sur CNKI, donc sur un moteur de recherche académique chinois, les résultats de recherche pour spatial commercial chinois, ils vont être divisés en différentes revues principales. Et dans ces revues, la majorité, donc celles qui sont en bleu et en rouge, sont adossées à des euh, laboratoires de la CASC, donc la China Aerospace Science and Technology Corporation. Et c'est tout à fait dans l'intérêt de la casque de maintenir le flou entre commercialisation du spatial et spatial commercial, puisque en se faisant passer pour des entreprises commerciales ou en intégrant leur type d'entreprise à la définition du spatial commercial, ils bénéficient du soutien de l'État, puisque l'État encourage le spatial commercial depuis peu. Donc, il y a ce jeu de dupe, un peu, c'est ce que dénonce Liu Yufei et puis un autre auteur, où on va se faire passer pour des entreprises, enfin, on entretient la confusion, disons, entre privé et commercial. Donc cette confusion-là, c'est pas une confusion qui serait un espèce de master plan de l'État central. C'est une confusion qui est entretenue par certains acteurs qui sont les SOE. Donc à droite, je vous ai mis une image, ça veut dire le spatial commercial chinois
pratique et exploration. Donc ça, c'est titré spécial report, rapport spécial, etc. Donc en regardant cette image, vous vous attendez à lire un article de recherche ou un rapport de conseil, mais pas du tout. En fait, il s'agit d'une publicité. C'est-à-dire que ces entreprises-là, elles peuvent vraiment, de par leur position, elles sponsorisent en fait les principales revues les principales revues spécialisées, elles peuvent, par des moyens qui sont à la limite du déloyal, faire passer pour scientifique un discours qui est en fait un discours tout à fait politique de se faire passer pour des entreprises commerciales. Alors, cette confusion, elle est aussi entretenue par les politiques. Parce que les politiques dans le spatial commercial, elles sont de, de l'ordre du test, du prototype, de l'exploration. Euh, Là, je vous ai mis deux citations d'auteurs chinois qui se plaignent d'ailleurs du cadre politique et réglementaire en Chine. Donc, je vous l'ai dit hein, au début de la présentation, le droit, c'est un pan important des recherches sur le spatial, que ce soit en Chine et ailleurs, et elles font le reproche d'un cadre réglementaire qui est trop flou, trop peu clair. Et ça va peut-être venir à l'encontre d'un certain nombre d'idées que vous pourriez avoir vis-à-vis du spatial en Chine, qui serait très organisé, très planifié. C'est sans doute le cas pour les activités institutionnelles, mais ces plans-là, on n'y a pas nécessairement accès, puisque c'est des activités qui sont sensibles. Mais pour le spatial commercial, en fait, c'est assez chaotique et ça laisse une place importante à des phénomènes bottom-up. C'est-à-dire que les entreprises de lanceurs sur lesquelles j'ai travaillé, m'ont dit à l'unanimité des entretiens que j'ai pu réaliser que c'était un phénomène plutôt bottom-up, plutôt ascendant que descendant. C'est-à-dire que dans un flou, en s'inscrivant dans un flou réglementaire, ils ont mis en place leurs entreprises sans trop savoir si c'était légal ou pas. Donc là, je vous ai mis une sélection, et vraiment, c'est une petite sélection de textes sur le spatial commercial. Cette liste-là, je l'ai tirée d'un rapport de Future Space, qui est le consultant majeur, l'entreprise de conseil majeur sur le spatial en Chine qui souligne bien hein, le caractère flou, qui permet de souligner le caractère flou des politiques. Alors, le texte qui est le plus cité, c'est le troisième texte, le texte de 2014, qui est parfois appelé le document numéro 60. De grâce, n'utilisez pas le terme document, il ne s'agit pas d'un document, il s'agit d'une opinion directrice, ça viendrait à l'idée de personne d'appeler l'EU Space Act un document, qui, en fait, aurait autorisé, mais c'est pas si clair que ça, l'entrée de capitaux donc populaires, de capitaux privés, dans le domaine du spatial. Mais ce texte-là, il parle pas uniquement du spatial. En fait, il parle de tout un tas de domaines, notamment la gestion des eaux et forêts ou le patrimoine foncier au niveau municipal, l'électricité, etc. Et il y a trois tout petits articles sur le spatial qui n'évoque pas nommément les lanceurs, par exemple. Par contre, on a des textes avant cela alors pareil, un texte à visée assez large qui inscrit ce phénomène dans l'intégration civilo-militaire, le texte de 2012. Et on a un texte après qui est régulièrement pris par les observateurs chinois en 2015, comme le texte véritablement fondateur, puisque lui, il encourage une diversification des investissements et des entreprises dans le domaine civil pour l'infrastructure spatiale. Sachant que l'infrastructure spatiale, elle a une définition assez large qui va englober les télécommunications, l'observation et le géopositionnement, ce qui est très classique pour les enjeux commerciaux. Donc, à la fois les moyens spatiaux et le segment sol. Donc, ça limite quelque part, ça restreint les activités spatiales commerciales à ces domaines-là. Même si c'est large, ça exclut le scientifique, ça exclut l'espace lointain, ça exclut les vols habités, en tout cas pour le moment. Je souhaitais aussi souligner le texte de 2016, parce que c'est quelque chose qui est systématiquement oublié quand on parle du spatial commercial en Chine. On a tendance à le mettre dans l'intégration civilo-militaire. Et c'est vrai.
Euh, mais c'est au confluent de plusieurs politiques et une politique qui est systématiquement oubliée, et c'est vraiment dommage. C'est l'industrie de pointe. C'est la mise à niveau de l'industrie. Et donc ça, c'est ce qu'on voit notamment dans Made in China 2025, cette stratégie-là. Et on oublie systématiquement cet aspect-là quand on pense au spatial. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ça nous coupe de tout un tas de réflexions qui sont très intéressantes, même des réflexions stratégiques sur à quoi sert le spatial commercial en Chine. Voilà. Hop. Donc là, ça, c'est les dernières évolutions. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont hyper intéressées par le sujet. Vous pouvez tout à fait faire une capture d'écran ou quelque chose comme ça. C'est les dernières évolutions sur le spatial commercial. Ces textes-là, ils sont plus précis. Et donc, on voit un fonctionnement où ça va être un peu point par point, la SASTINS, qui est cette administration pour la science et la technologie pour la défense nationale qui vont faire des réglementations un peu point par point sur ce qui est le plus pressant. Et donc, on a eu d'abord les lanceurs, alors même que les premiers tests avaient déjà eu lieu, hein. Donc, sur l'hypothèse il s'agit d'un phénomène plutôt bottom-up que top-down, on a un autre indice là-dessus. Et c'est formulé en disant en bon ordre, c'est un développement en bon ordre. Ce qui sous-entend que jusque-là, c'était pas en bon ordre. Et idem pour les petits satellites. Alors, sur les petits satellites, si jamais il y a des personnes dans l'assistance qui sont passionnées par les méga constellations, je peux en parler dans les questions et j'ai mis des slides exprès à la fin. Mais comme c'est un énorme sujet, je ne peux pas le traiter dans la présentation qui est déjà fort longue. Hop. Alors maintenant, euh, reprenez dans vos têtes ce qu'on a dit à la fin de la première partie sur le modèle préexistant des relations entre la Chine et le Sud global dans le domaine spatial et comment est-ce qu'on va faire rentrer ces entreprises-là dans l'équation. Là, je vais plutôt parler du secteur des lancements, parce que je pense que pour les satellites, c'est pas forcément si compliqué que ça. Mais pour les lanceurs, il y a des questions importantes qui se posent. Déjà, il y a la question des coûts. Est-ce que les lanceurs privés, actuellement, ils sont compétitifs? Euh, pas forcément, parce qu'ils n'ont pas atteint la réutilisabilité. Donc, les Falcon 9 sont toujours plus compétitifs à ce jour. Et puis, il se pose aussi la question de la fiabilité. C'est-à-dire qu'on est sur des lancements qui sont largement au stade des qualifications. Et d'ailleurs, Galactic Energy, qui est celui qui a fait le plus de lancements, avec une vingtaine, a récemment subi un échec. Alors, ça n'est que son deuxième échec, mais 2 sur 20, ça fait quand même 10% d'échec. Donc, c'est pas extraordinaire. Il y a la question qui se pose aussi de la demande, c'est-à-dire que là, les échanges, c'est quand même très largement du B2G, euh, voire du G2G, mais bon, parlant d'entreprises d'État, la question, c'est ces entreprises commerciales-là, d'accord, elles peuvent peut-être avoir, par exemple, un marché commercial, mais qui, quels sont les clients en fait? Qui va vouloir lancer des satellites? Ensuite, les logiques d'échange, hein, comme je le disais tout à l'heure, elles sont pas seulement économiques. Il y a des questions politiques derrière. Et en cas d'un échec, sachant que ces entreprises, elles sont encore au stade des qualifications pour les lancements, le coût, il n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. C'est, on vous lançait un satellite, vous n'en avez pas beaucoup pour vous connecter, pour développer vos capacités d'observation, etc. Il y a un échec au lancement. Comment on fait? Sachant que récemment, je discutais avec un ami chinois qui est dans le domaine des satellites et je lui ai demandé, mais tu préfères toi lancer avec des entreprises privées ou avec des entreprises d'État? Il m'a dit, ah bah les entreprises d'État quand même, parce que non seulement ils sont plus fiables, mais en plus, ils ont plus de fenêtres de tir, donc je peux lancer plus vite, c'est beaucoup plus intéressant. Donc si au niveau national, elles sont pas encore compétitives, les entreprises de lancement, au niveau international, on peut vraiment se poser la question de savoir si elles le sont. Et puis la question des pas de lance, des fenêtres de tir, pardon. En fenêtre de tir, c'est à quel moment vous allez pouvoir lancer parce qu'il n'y a pas une infinité de pas de lancement en Chine. Et c'est un vrai problème. C'est un goulot d'étranglement pour le développement du secteur. Et les entreprises privées, aujourd'hui, ce vers quoi elles s'orientent en termes de business model, leur business model n'était pas très clair au départ. Maintenant, elles disent on va lancer les méga constellations nationales. Elles sont quelque part déjà occupées. Euh,
surtout dans un cadre de forte pression sur les fenêtres de tir. Et puis, il y a la confrontation possible avec les intérêts de la casque. Pas forcément les intérêts de la China Great Wall Industry Corp, parce que eux, de toute façon, ils font une mise en relation avec les entreprises chinoises. Donc, ça pose pas forcément de problème à la China Great Wall Industry Corporation, mais ça peut poser problème à la casque s'ils se font rafler des marchés. Or, la casque, ils ont les moyens. On a parlé tout à l'heure de comment dire, la domination discursive dont ils disposaient grâce aux revues spécialisées, mais ils ont aussi leur place dans les instances décisionnelles en Chine, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir influencer directement les politiques. Euh, Ce qui n'est pas tout à fait le cas des entreprises privées. Alors, on trouve des signaux faibles. En février 2024, il y a eu une grande réunion à Pékin avec des fondateurs de start-up de la tech. Xi Jinping s'y est rendu. Et il y avait des fondateurs d'entreprises privées du spatial. Et donc ça, c'est un signal faible. On dit, ah ok, il commence à acquérir un soutien politique. Mais enfin, de là à avoir comment dire, du répondant vis-à-vis de la casque, une forme d'équilibre des puissances vis-à-vis de la casque, qui est dans ces instances décisionnelles depuis euh, très longtemps, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, c'est possiblement compliqué. Alors, on a un cas récent de Caspace qui a lancé des satellites pour le Mexique et le Pakistan, mais Caspace, c'est pas tout à fait pareil qu'une entreprise privée. Caspace, c'est une entreprise mixte de l'Académie chinoise des sciences, et donc il est très possible que leur relation avec les entreprises d'État soit plus douce. C'est des choses que j'ai pu observer dans ma thèse, mais le problème, c'est le degré de preuve. C'est assez compliqué à prouver, ce genre de choses. Enfin, j'avais pas énormément d'éléments. Donc, voilà, un argument à prendre avec des pincettes, disons. J'ai l'impression que leurs relations sont plus apaisées. Quand j'utilise le terme j'ai l'impression, c'est pas très scientifique. Euh, et ils sont passés par la China Great Wall Industry Corporation pour signer ces contrats. Donc, on a des échanges qui sont quand même en pleine mutation dans les relations spatiales entre la Chine et le Sud global. Donc, à voir si les entreprises privées pourraient s'intégrer dans ces mutations-là. On a les nouvelles routes de la soie spatiale. Alors, sur les nouvelles routes de la soie spatiale, je n'y accorderai pas plus d'importance que ce qu'elles ont actuellement. C'est-à-dire que peut-être que demain, ça va exploser, mais aujourd'hui, c'est quand même largement un réétiquetage de modalités d'échange qui existe depuis les années 2000. Donc, je vous ai mis une définition. La définition, c'est une définition d'une opinion directrice de 2016 qui accompagnait le livre blanc spécifiquement sur la Belt and Road Information Corridor, Space Information Corridor, pardon, qui a donc une définition très large, hein, l'utilisation des ressources satellitaires chinoises déjà en orbite et en cours de planification et de construction et les réseaux de services au sol pour fournir des capacités de services d'information spatiale aux pays de la nouvelle route de la soie et réaliser l'interconnexion de l'information. Donc là, vous voyez bien, en fait, dans la définition même, on voit qu'il s'agit d'un réétiquetage. Mais ça veut dire qu'une entreprise, par exemple commerciale ou privée, pourrait se prévaloir de l'existence d'un tel texte pour obtenir un soutien politique à son échange avec un pays situé sur la nouvelle route de la soie. Pourquoi pas? Mais on n'a pas vu de master plan de nouvelle route de la soie spatiale se dérouler jusqu'ici. Donc voilà, faites attention avec ce texte-là. International Lunar Research Station. C'est l'initiative initialement internationale, puis sino-russe d'exploration lunaire, à laquelle il y a un certain nombre d'États étrangers à s'être inscrits. Donc ça, c'est aussi une diversification des échanges. La rampe de lancement à Djibouti, dont vous avez peut-être entendu parler, est barrée, hein. C'était plus ou moins une rumeur dans les années 2020 en 2024, si je ne me trompe pas.
Le gouvernement de Djibouti, avec l'ambassade et une entreprise hongkongaise, ont déclaré qu'ils allaient monter un pas de lancement à Djibouti. Je pense qu'ils n'avaient pas prévenu Pékin de cette initiative et bah, c'est du grand n'importe quoi, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est intéressant par contre de noter cette anecdote-là parce qu'on voit que il y a une pluralité d'acteurs qui s'entendent pas forcément tous les uns avec les autres, que c'est beaucoup plus chaotique que ce qu'on pourrait avoir tendance à croire du spatial commercial chinois. Encore une fois, le spatial national, institutionnel, les programmes, je pense que c'est beaucoup moins chaotique. Mais pour ce qui est du commercial, assez souvent, c'est plus chaotique qu'on se l'imagine. Dans la diversification des échanges, cette fois-ci sur le côté plus commercial, on a eu la construction d'une usine de satellites en Égypte, achevée en 2023. Donc, est-ce que ce modèle-là va fonctionner? Est-ce que ce modèle-là va faire des émules, par exemple en Algérie ou en Afrique du Sud? Des installations sol en Amérique du Sud qui sont, alors, des stations de suivi de satellites, mais aussi d'observation du ciel plus largement. Ça inquiète beaucoup les Américains. Alors, à cause de la doctrine Monroe, je pense, mais aussi parce que ça accroît les capacités satellitaires chinoises sur cette partie du globe, qui, bah, pour eux, est difficile d'accès autrement. Et dans le cas d'un conflit, ça pourrait poser question, puisque c'est des outils qui peuvent être utiles à la guidance des missiles, par exemple. Est-ce que... et aussi à la Space Situational Awareness, donc observer les satellites, enfin observer les satellites américains, entre autres, sachant que ça, c'est une activité, c'est un jeu auquel ça donne beaucoup les Chinois et les Américains en ce moment de démontrer leur capacité d'observation des atouts spatiaux les uns des autres. Sachant qu'il y a aussi hein, des enjeux qui sont très légitimes de la part de la Chine, parce qu'ils ont entre autres une station spatiale. Et c'est bien pratique d'avoir des stations sol dans des pays amis qui vont permettre de suivre leurs atouts spatiaux, dont la station spatiale, depuis cette partie du globe. Et enfin, dans la mutation des échanges, on peut noter Guowang et Tianfan. Donc très rapidement pour vous situer, il s'agit de méga constellations d'Internet satellitaire en orbite basse, à l'image de Starlink. Donc qui permettrait la connectivité haut débit partout dans le monde. Donc on a un projet national qui est Guowang ou China Satnet, et un projet mixte qui est Tianfan, qui est soutenu par la municipalité de Shanghai et qui a de l'implication de l'Académie chinoise des sciences. Euh, et alors, très récemment, dans une réunion avec des personnes spécialistes de ce sujet-là, sachant que c'est un sujet sur lequel on a peu d'infos parce que c'est très sensible, il y avait l'impression quand même d'une division des tâches possibles entre les China Satnet qui serait plutôt national et plutôt militaire et Tianfan qui serait pour le marché international. Et il me semble qu'ils ont déjà signé des accords pour de la fourniture de services en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, en conclusion, l'influence, alors je vous donne les éléments que je voudrais que vous reteniez de cette présentation. L'influence du contrôle export est un exemple de découplage accompli pour les technologies spatiales. Ça, je pense que c'est un élément qui est important parce qu'il est souvent oublié. Des relations spatiales, commerciales et diplomatiques qui sont bien établies avec le Sud global, sur une organisation rodée qui fait vraiment penser à du going out, à la suite de ces contrôles export-là. Donc il y a la mise en place d'une stratégie. Et puis, voilà, pour l'arrivée d'acteurs privés, notamment dans le domaine des lancements, parce qu'encore une fois, je pense que pour les satellites, c'est moins compliqué, des intérêts politiques possiblement conflictuels, mais opaques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi, qui dit quoi, quels sont les points de vue des entreprises, en partie parce que les SOE sont extrêmement opaques. J'ai suivi les réseaux sociaux d'entreprises d'État pour ma thèse et c'était très, comment dire, c'était très compliqué de tirer de l'information au milieu de récits propagandaires dans un style épique. Donc voilà. Et puis quand on parle d'opacité, hein, repenser à l'exemple des pas de lancement à Djibouti.
Euh, euh, on ne sait pas, on ne connaît pas tous les acteurs impliqués dans ces échanges du spatial commercial entre la Chine et le Sud global. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Écoutez, merci beaucoup, Lucie. Je dois avouer que je ne regrette absolument pas, pour reprendre l'expression que j'avais utilisée, de vous avoir harcelé à ce que vous acceptiez d'intervenir, car votre exposé est vraiment très riche et passionnant. Euh, et il pose effectivement un gros problème qui tourne autour du découplage réussi. Hein. Parce que ça a une signification tout à fait profonde à différents niveaux. Euh, D'abord, pourquoi le découplage a-t-il été réussi en ce qui concerne le spatial, mais n'a pas encore été réussi dans d'autres domaines scientifiques qui sont peut-être plus directement sensibles pour le public que nous pouvons être, hein, en informatique, etc. Donc ce découplage, qu'est-ce qu'il signifie fondamentalement quant aux techniques qui sont utilisées? Est-ce que la Chine a fait des progrès dans des techniques autres, avec des solutions autres que celles qui pouvaient être employées aux États-Unis? Est-ce que, dans quelle mesure les techniques qui sont au point permettent, dirons-nous, des communications éventuellement entre les différents systèmes? Bon, Mm. donc il y a tout un aspect technique, tout un pan technique où on donne un peu l'impression d'une séparation potentielle du monde entre des techniques spatiales chinoises et des techniques spatiales, je veux dire, américaines. Dans quelle mesure est-ce réellement une réalité, cette séparation? Est-ce que ce n'est pas une simple recopie? Hein. Donc, il y a toute une série ici de problèmes, indépendamment du facteur de la réussite du découplage. Parce que fondamentalement, cette réussite du découplage, le succès, il n'est peut-être pas du côté des techniques, mais du côté des discours qu'il va permettre et de la réception de ces discours par les pays précisément du Sud global, qui vont pouvoir dire, ben voyez, la Chine offre très réellement une solution qui ne dépend pas des pays occidentaux. Et donc, de ce fait, la meilleure façon de nous affirmer serait de s'appuyer davantage encore sur la Chine plutôt que de ménager la chèvre, le chou entre occidentaux et chinois. Là, je pense il y a très réellement une chose, et parce que ça peut faire rentrer dans ce schéma l'engouement qu'il y a eu lieu à propos de l'affaire djiboutienne. Hein, finalement, ben, les Chinois vont prendre la place des Occidentaux et donc toutes les opérations sont bonnes et on ne se préoccupe pas a priori de la qualité intrinsèque de l'intervenant chinois. Djibouti, en la matière, ça ne serait pas la première fois qu'il tomberait sur un escroc ou un semi-escroc chinois qui vient avec des projets mirobolants. Hein. Bon, donc tous ces éléments-là, ça nous ramène aussi au fait de la mesure de l'enthousiasme. Effectivement, s'il y a un partenaire commercial qui peut être totalement indépendant des États-Unis pour des projets, c'est enthousiasmant, mais dans le même temps, vous avez montré que cet enthousiasme devait aussi être un petit peu tempéré. Alors, ce qui amène également à la question de l'usine à propos de l'Égypte. Pourquoi l'Égypte veut-elle construire une usine de satellites, les vendre à qui, avec quelle technique? Est-ce que c'est une usine qui est fabriquée avec des machines qui ne peuvent que fabriquer du satellite chinois? Ou bien est-ce que l'Égypte va utiliser ses relations privilégiées avec les États-Unis pour pouvoir créer quelque chose éventuellement nouveau, ou bien créer des satellites occidentaux, entre guillemets, sur des machines chinoises? Hein, là, il y a quand même aussi quelque chose qui euh, interroge, hein, et une piste de réflexion a priori qui me semble intéressante, de voir comment ce pays du Sud global, pour prendre une expression qui ne veut peut-être pas toujours dire grand-chose, hein, euh, va pouvoir
gérer tous ces éléments-là. Enfin, donc, encore une fois, enfin, donc, je vous envoie ces questions, ce questionnement, mais je tiens encore à répéter mes remerciements et à me féliciter moi-même de vous avoir poussé jusqu'à nous. Oui, alors merci beaucoup sur ces questions. En fait, sur la question du découplage et notamment des discours, j'ai été surprise parce que c'est pas du tout un discours qui est tenu, que ce soit par les Américains ni par les Chinois. Parce que ça, c'est une littérature que je connais et ils ne parlent pas de découplage technologique en la matière spatiale. Il y a une grande fierté de la part des Chinois d'avoir réussi à compter sur leurs propres forces, pour reprendre la citation maoïste. Contrairement notamment à l'Inde, ils aiment bien mettre des petits tacles. Oui, le programme indien a bénéficié de transferts de technologie ou le programme japonais, et nous, on a fait tout seul. Je me demande si c'est pas un traumatisme, ce qui s'est passé dans les années 90. Je me demande si les contrôles export américains, l'exclusion de l'ISS, l'amendement Wolf qui interdit à la NASA de dépenser le moindre dollar sur des échanges avec la Chine, ce qui fait qu'au-delà du commercial, il n'y a pas d'échange interpersonnel dans l'exploration, tous les programmes scientifiques, etc. Donc ça, je me demande si c'est pas extrêmement dur pour eux parce que j'ai été très surprise de ne pas les voir en parler. Et il a vraiment fallu que je fasse un travail d'enquête sur ce sujet-là en cherchant sur des littératures annexes. C'est-à-dire que la littérature spécifique au spatial commercial chinois, que ce soit en anglais ou en chinois, ne parle pas des contrôles export. Et donc, bah, à partir du moment où on ne parle pas des contrôles export, on ne peut pas parler de découplage technologique. Et c'est vraiment, oui, enfin, c'est une idée à laquelle je suis venue moi-même et j'ai pas vu tellement d'autres personnes à en parler. Et surprenamment, il n'y a pas forcément de discours là-dessus. Sur ce qui concerne le spatial commercial, j'ai pas lu toute la littérature et notamment je sais pas exactement ce qu'ils disent, je sais pas exactement ce qui est dit vis-à-vis des pays en voie de développement, des partenaires en Afrique ou en Amérique du Sud, s'ils parlent de ça. Euh, Parce que le discours qui est tenu notamment à l'ONU, c'est la coopération sud-sud, on est un... Oui, c'est ça, on aide les autres pays en voie de développement. Éventuellement, ça peut être face à l'unilatéralisme américain, donc je ne sais pas s'il ferait rentrer ça là-dedans, mais non. Et puis côté américain, il y a aussi des questionnements sur est-ce que c'était une stratégie efficace? Parce que finalement, ils ont développé bah, leur propre chaîne de production, donc c'est une question qui se pose. Euh, oui, et sur la question de l'engouement, en fait, c'est assez désastreux le niveau, l'engouement pour l'affaire de Djibouti, sur laquelle ensuite j'avais discuté avec des personnes en Chine qui disaient mais vraiment, mais c'est n'importe quoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était une rumeur en fait, mais c'était pas du tout réaliste comme modalité d'échange, parce qu'il s'agit en fait enfin, les pas de tir spatiaux, c'est pas très différent de pas de tir de missiles. Donc, il aurait s'agi que la Chine construise un pas de tir possiblement utilisable par des missiles, pour des missiles. Donc, c'était quand même assez difficile à imaginer. Mais le niveau de méconnaissance du spatial est abyssal. Donc, c'est pas surprenant que ce genre de rumeurs puisse circuler. Oui, à propos de l'Égypte, Oui, sur l'Égypte, je sais pas trop. Il y avait un article pas mal dans Reuters à ce sujet et ça avait l'air d'être compliqué avec cette usine. C'était un peu un projet bah, grandiose, mais je suis pas sûre que ça fonctionne si bien pour la vente des satellites. Après, l'article que j'avais lu avait été réalisé, je pense, un an.
après l'ouverture de l'usine. Donc, il faut voir ce que ça donne aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même dans la couverture médiatique un malin plaisir d'un certain nombre de médias à dire, ah bah voilà, la Chine a fait tel projet de développement en Afrique. Mais en fait, c'est une ville fantôme, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, quand on se rend 2 ans plus tard dans la ville fantôme, elle a l'air bien habitée. Donc, je suis un peu plus dubitative là-dessus. Donc, je ne saurais pas répondre précisément, faute d'avoir fait une recherche approfondie sur En fait, sur ce là, cas-là. en Égypte, ce n'est pas un projet chinois, un projet égyptien qui utilise la Hmm. Chine, voilà, les clients de la Chine. Donc, ça, donc le problème reste, est-ce qu'on fabrique du satellite chinois ou est-ce qu'on fabrique du satellite universel, enfin, qu'il soit occidental, chinois et à qui on vend ces satellites-là, qui pourrait les Mhm. lancer, effectivement. Donc, bon, Mhm. qui, Il faudrait qui- voir plus précisément en fait euh, ce qu'ils font dans cette usine. oui. Euh, L'ambassadeur Catoire, vous avez la parole. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Xavier, vous voulez intervenir puisqu'on n'entend pas le. Ah ben, Vous m'entendez? oui, Oui. on vous entend, oui. Ah, parfait. Oui, bah merci Lucie déjà. Et merci Thierry pour avoir harcelé Lucie, de fait. Comme quoi on a raison Ça va vous d'insister. rester, ça, hein. Ouais, bah, Heureusement que c'était en bientôt d'honneur. ah bah oui, évidemment. Évidemment. Non, non, mais c'est vrai que certains intervenants, certaines intervenantes, on les a beaucoup relancés et en général, on n'est pas déçus. Donc, on va poursuivre sur cette modalité, Thierry. Alors, Lucie, j'avais quelques questions. Euh, alors, évidemment, je n'y connais absolument rien. Donc, ce sont des questions très naïves et très généralistes. Mais peut-être que ça nous permettra éventuellement d'y voir plus clair d'une manière générale. Alors, première question, quelle est la place de la Chine dans l'offre de Mhm. services finalement spatiaux en Afrique, par exemple? Est-ce que elle est vraiment très loin, très éloignée de la France, de la Russie, de d'autres partenaires? Deuxième question, alors pour reprendre le cas djiboutien un peu fantasque, notamment le chef d'entreprise là, dont je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise, mais bon, au-delà de Djibouti, est-ce que la Chine a à la volonté, éventuellement, la capacité, l'intérêt d'externaliser, d'extraterritorialiser, euh, bah justement les fenêtres de tir, les pas de lancement, y compris dans des régimes tropicaux, en tout cas proches de l'équateur, comme en Afrique. Euh, Est-ce que c'est possible et ça pourrait peut-être limiter ce que vous décriviez, le goulot un peu d'étranglement là en Chine? Autre question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on a d'ores et déjà des JV, enfin des joint ventures, des co-entreprises sino-africaines ou afro-chinoises dans le domaine spatial, d'une manière générale, dans le spatial commercial? Est-ce que ça existe? Bon, j'ai pas l'impression, mais pourquoi pas? Euh, Comme dans d'autres secteurs, filières, domaines. Autre question qui n'a rien à voir encore, je suis désolé. C'est un peu décousu, mais je les ai notés au fur et à mesure. Donc, on a eu la création assez influencée d'ailleurs par la Chine du CDC, donc le Centre de contrôle des maladies et épidémies en Afrique, qui est basé à Addis Abeba, pardon. Et est-ce que du côté de l'AFSA ou ASAF, donc l'Agence spatiale africaine, il y a une forme d'influence, de rôle joué par Pékin, pour le dire assez rapidement, ou par des acteurs chinois? Euh, donc voilà. Et puis, deux derniers petits points. Donc, le rôle de Huawei dans tout ça, puisqu'on a quand même beaucoup Mhm. de services en termes de big data, de smart cities en Afrique, en Ouganda et dans d'autres pays proches du régime chinois. Donc, est-ce que Huawei notamment joue un rôle dans toute cette affaire? Bon, ZTE, j'imagine oui, mais Huawei étant un capitaux privé, c'est peut-être un peu différent. Donc voilà, c'est une question très large, vraiment très large. Et puis, ces dernières minutes là, j'ai regardé rapidement le dernier plan d'action du FOCAC de Dakar. Je peux mettre le lien d'ailleurs après dans la discussion. Et on voit quand même apparaître l'aérospatiale à plusieurs occurrences, à plusieurs occasions dans le document. Donc on voit que le gouvernement chinois, a priori,
entend quand même à développer ses relations, ses rapports, ses échanges, ses flux, et évidemment, j'imagine, ses ventes à l'égard de l'Afrique. Donc, je vais mettre directement le lien dans le chat, comme ça sera fait. C'est les points 4, 5, 5, je crois, à partir de là, à peu près, de mémoire. Bon, voilà, désolé pour les questions un peu larges et hétérogènes, Lucie. Non, non. Après, c'est vrai que les questions portent pas forcément sur mes expertises. Moi, je travaille plutôt sur le spatial commercial en Chine et j'ai pas forcément une grande connaissance hein, des échanges internationaux, puisque l'idée était de vous présenter plutôt mon expertise pour que vous puissiez en tirer ensuite des conclusions. Donc, sur la place de la Chine dans l'offre de services, donc entre autres services de lancement de satellites, mais aussi, j'imagine, de fourniture de données. Ce que j'avais vu, c'est qu'il y a des relations établies pour une vingtaine de la cinquantaine d'États africains. Donc, il y a des relations établies avec un nombre d'États, mais pas avec tous. Qu'il y a ces échanges donc, de lancement clé en main de satellites, notamment de télécommunications. Et il y a une reconfiguration totale des télécommunications actuellement qui est en train d'avoir lieu à cause, dans la lignée d'Elon Musk. Et donc ça va amener à deux questions. La première, c'est les services de lancement. Alors, je ne connais pas la part exacte. Ce que je peux donner, c'est les tenants et les aboutissements sans, mais je ne connais pas la part exacte. En fait, le Falcon 9, il lance pour beaucoup moins cher du fait de la réutilisabilité. Bon, il y a derrière la réutilisabilité, il y a aussi sans doute un certain nombre de subventions. Mais on est passé, je crois que c'est en dessous de 3000 dollars le kilo en orbite basse, tandis que les concurrents s'approchent plus de 10 000. Et ça, c'était très problématique pour les Chinois, ce qui a sans doute donné lieu d'ailleurs au spatial commercial, parce que les moins chers sur le marché, c'était eux. Donc ils proposaient des services de vol qui étaient pas chers. Et ça, c'est en train de se reconfigurer. Côté satellite, ce qu'ils lançaient, c'était des satellites de télécommunication qui sont bien souvent en orbite géostationnaire. Donc, c'est l'orbite à 36 000 km au-dessus de la Terre qui suit un point fixe. Sauf qu'aujourd'hui, les satellites géostationnaires sont en partie menacés par le développement des méga-constellations en orbite basse. Donc, ça change complètement le business model, ça change complètement les aspects techniques. Et donc, ça rend obsolète un certain nombre de filières. Ça pourrait rendre obsolète un certain nombre de filières. C'est le sens à donner à un récent rapport de l'Assemblée nationale sur justement les questions satellitaires en France. Et donc, voilà, c'est les questions que ça pose pour la place de la Chine dans l'offre de services en Afrique. Les choses autres à penser en dehors des lancements clés en main de cette télécommunication, ce sont les données. Donc, on a les données d'observation, donc notamment la commercialisation des données d'Ilin qui se font sur une base commerciale, sauf quand il s'agit des fois de catastrophes naturelles ou de choses comme ça. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de données, donc c'est CHEOS, CHEOS, qui est une initiative internationale de partage de données satellitaires haute résolution, qui à l'origine se faisait sur une base d'accords bilatéraux, et je crois qu'aujourd'hui c'est plus ou moins ouvert à tous, et c'est vraiment tourné vers les pays en voie de développement. En termes de données, on a bien sûr les données de géolocalisation avec les systèmes BeiDou. Et donc ça, il y a un service gratuit, c'est comme le GPS, hein, il y a un service gratuit qui est pour les applications civiles, un service payant qui est pour les applications militaires. Donc ça pose la question de la dépendance des États à ces satellites. Voilà, sans entrer dans les détails. Donc, est-ce que la Chine envisage d'extraterritorialiser les fenêtres de tir? Je dirais, a priori, non, pour des raisons légales. C'est-à-dire que dans le droit international pertinent, c'est la responsabilité de l'État de lancement s'assurer que tout va bien, qu'on ne cause pas du tort à autrui, etc. Je ne sais pas
si l'État chinois est prêt à prendre ce risque-là dans des États tiers qui, technologiquement parlant, sont pas forcément très suffisamment avancés. Et en plus de ça, il y a un risque diplomatique qui est assez énorme. C'est-à-dire que s'il y a eu une réaction telle à Djibouti, c'est imaginons qu'ils vont construire un pas de tir dans un pays étranger et que pour s'assurer que tout fonctionne bien, ils vont l'opérer par des personnes chinoises. En fait, c'est plus qu'une base militaire, quoi. C'est un pas de tir qui peut lancer potentiellement des missiles intercontinentaux. Enfin, voilà, ça me paraît difficile à imaginer pour ces éléments-là. Je ne suis pas spécialiste, et donc si vous trouvez des sources sur cette question-là, je suis très intéressée de les lire. Des joint ventures sino-chinoises, je n'en ai pas vu, c'est possible que ça existe, mais je n'en ai pas vu. Euh, Alors, la question sur le centre des contrôles de maladies, est-ce que l'agence... En fait, je ne suis pas certaine d'avoir compris la 1, 2, 3, quatrième question sur Ouais, le je peux centre des... reformuler. Je peux Ouais. reformuler si vous voulez. Non, en fait, dans le choix du territoire déjà d'accueil, du pays d'accueil africain pour le CDC, donc côté santé, Mhm. le Maroc était plébiscité par Washington. Et en fait, c'est Pékin qui a fait pression sur l'Union africaine en particulier pour que le centre soit basé à Addis Abeba, donc un partenaire clé historique évidemment de la Chine populaire. Et la Chine a construit, financé en partie le bâtiment du CDC, donc du Ok. euh, Centre for Disease, bref, contre les maladies. Et donc, est-ce que dans le cas ou le cadre, le contexte de l'AFSA, là, l'Agence spatiale africaine, est-ce que la Chine a joué un rôle, quel que soit le rôle, en fait, en définitive? Je ne suis pas informée sur cette question. Ok. Ouais. Euh, Ensuite, le rôle de Huawei, ça c'est quelque chose d'établi et que je trouve assez cohérent avec d'autres modes de fonctionnement que j'ai pu voir dans mes recherches sur l'Angola dans d'autres domaines, notamment la construction d'infrastructures, c'est que la China Great Wall Industry Corporation et globalement hein, le fonctionnement chinois, il y a cette importance du réseau, de mettre les personnes en relation et de penser de manière un peu cohérente. Donc, si dans tel pays, la China Great Wall Industry Corp a une réunion avec l'ambassadeur ou plutôt, oui, l'ambassadeur et une élite locale, je ne doute pas que dans l'invitation à boire le thé, si c'est jugé pertinent et qu'il y a la moindre chance de créer des synergies, on va aussi inviter la personne de chez Huawei en charge sur la zone. Et ça s'est déjà vu dans le cas de ZTE. Il y a un exemple là-dessus, alors je ne sais plus dans quel pays, mais justement, la personne de ZTE a été invitée au cours de cette réunion, et puis quelques mois plus tard, il y avait de la signature de contrat de service auprès de ZTE. Donc ça, oui, bien sûr, je doute pas qu'il y ait ce genre de questions. Euh, voilà. Concrètement, après, il faut voir aussi ce qui se... Enfin, est-ce que dans le futur, par exemple, on pourrait envisager que des entreprises aux technologies chinoises qui ont affaire avec des satellites pour de la connectivité, de l'Internet des objets, etc., bah, si elles voient une opportunité de développement en Afrique, passe dans ce cadre-là, je pense que oui, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, en fait, le secteur notamment des constellations là, connectées en orbite basse, il a été très compressé, très contrôlé pendant un temps, et là, il se réouvre. Par exemple, la fameuse constellation de G-Space, ils viennent de refaire des lancements après une pause de vraiment plusieurs années qui correspond, selon moi, à des restrictions réglementaires. Euh, et donc, on n'est pas encore très au clair sur ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, ils sont en train de les lancer, les satellites, donc les applications, elles sont pas forcément extrêmement claires. Et pareil pour Tianfan et Guowang, c'est un peu plus simple parce que ça va être de la couverture réseau. Mais actuellement, bah, aucune de ces constellations n'a de service global. Donc on verra aussi à mesure que les capacités technologiques avancent, parce qu'on aura des exemples. Là, on commence tout juste à avoir des exemples avec Tianfan, mais c'est vraiment dans les dernières semaines.
Voilà. Ensuite, ah oui, l'aérospatiale au focal. Bon, là, il faut peut-être faire attention au discours versus la réalité. Et je pense que l'aérospatiale, il s'inscrit aussi dans une volonté que je voyais à l'époque en Angola, c'était la rhétorique du changement de modèle. On va changer de modèle, on va changer de modèle. Et puis en fait, quand on étudiait, on voyait que la rhétorique du changement de modèle, elle avait au moins 5 ans et que le modèle n'avait pas l'air de changer plus que ça. Euh, et donc pour l'aérospatiale, en fait, c'est tout à fait logique de vouloir parler de l'aérospatiale puisque la Chine a des accomplissements majeurs en la matière. Qui ces dernières années impressionnent beaucoup l'opinion publique internationale. Ça entre dans une rhétorique aussi de justification du modèle économique de développement. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils disent, ah, et on va faire du spatial, avec en plus la portée de prestige que ça a, etc., des discours de développementaux qui sont très bien menés, puisque la survie du programme spatial chinois, elle est due en partie au fait qu'il fallait que ça serve le développement. Et donc, rapidement après la commercialisation des longues marches, on a le développement des premières constellations, des premiers satellites pour le suivi. Comment dire, environnemental. Enfin, pour pouvoir voir la météo, voir le suivi des récoltes, etc. Donc, ils sont tout à fait bien placés pour utiliser les bons termes pour défendre ça. Et d'ailleurs, de manière pas particulièrement hypocrite. Mais après, il faut voir si derrière, ça se réalise dans les faits. Parce qu'il y a un certain nombre des satellites euh, pour lesquels c'est pas certain que ça a été financé finalement. Enfin, comme ça marchait pas économiquement et que c'était censé être les revenus du satellite qui servaient à payer le prêt, bon ben ça marche pas tant que ça. Et à un moment, je suis pas sûre que les autorités chinoises aient envie d'offrir des satellites. Et puis concrètement, c'est quoi le business model? Mais c'est assez intéressant parce que on a quelqu'un qui a fait un mémoire de master, Jeanne Schuster à Bruxelles, qui parle de la valorisation de l'art congolais via une exposition dans la station spatiale chinoise. Bon, bah ça coûte rien de faire ça. Ça implique du spatial. Donc, dans les chiffres, on a fait 15 projets spatiaux. Bon, il y en a un, c'est la projection d'œuvres congolaises sur la station spatiale chinoise, qui n'est pas exactement un échange technologique de très haut niveau. Ça apporte du soft power, ça apporte de la reconnaissance, etc. Donc, il y a des modalités d'échanges aérospatiaux qui sont extrêmement variées. Et actuellement, je ne dis absolument pas qu'on ne va pas voir une explosion des échanges, qu'on va pas voir. Ce que je dis, c'est que là, actuellement, on est à une période charnière. On a un modèle antérieur qui est très établi et qui en plus se diversifie. Et on a aussi l'émergence, bah là, elles arrivent tout juste à maturité, quoi. À peine les entreprises de spatial commercial et les méga constellations chinoises. Donc, c'est sûr qu'on va voir de nouvelles choses émerger, mais on ne sait pas forcément encore quoi. Donc là, je vous ai donné un état des lieux aujourd'hui, en 2025, un état des lieux qui est d'ailleurs sans doute incomplet, hein, parce que je vois bien, avec les questions que vous me posez, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir faire une pause dans le temps, aller faire des recherches et vous répondre de manière vraiment approfondie, parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Euh, mais je peux pas vraiment vous proposer un exercice prospectif. Par contre, vous pouvez trouver des exercices prospectifs dans les rapports d'expertise, notamment américains, en sachant qu'il y a ce problème, cette espèce de biais méthodologique où la question de recherche, malheureusement, c'est souvent euh, la Chine représente-t-elle un intérêt, une menace, pardon, aux intérêts américains? Donc, et puis, il faut se dire aussi que des fois, on n'a pas beaucoup d'informations et que du coup, quand vous avez des affirmations sur ce que c'est, des fois, c'est vraiment spéculatif sans le dire. Un des participants, là, Abderrazak, posait la question suivante, mais en fonction de ce que vous venez de dire, je ne suis pas sûr que vous puissiez y répondre. Où en est la coopération spatiale avec l'Algérie? J'ai pas forcément de données précises Oui. sur l'Algérie. Je vais arrêter le partage et consulter mes notes. Je vais vous dire, ce sera pas forcément tout à fait à jour. C'est des choses que j'ai faites l'année dernière. Je vous dis ça. Tac. Hop.
Ouais, il a disparu. Ah, c'est dommage. Non, non, il est là, hein, Thierry. Il est là, je le vois plus. Si, si. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Alors, on a des contrats assez anciens pour Alcomsat, Oui, ok. qui est le premier satellite de télécom algérien. Donc, voilà, on est sur ce truc un peu classique où la Chine a permis l'accès à la télécommunication satellitaire à un État. Hop. Je vais vous dire, parce que je crois que je crois qu'il y a eu du nouveau en 2017. Voilà, il y avait un plan prévu pour un deuxième satellite, mais ça, je ne sais pas si ça a été, si ça a abouti finalement. Euh, voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ce lancement-là qui a eu lieu en 2017. Voilà, donc je sais pas, en tout cas, a priori, c'est pas un pays avec lequel il y a énormément de relations, comme ça peut être le cas, par exemple, avec l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Voilà. Donc, a priori, il y a eu deux lancements. Non, il y a eu un lancement en 2017. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les aspects techniques. Non pas que j'y connaisse quelque chose, au contraire, c'est précisément pour ça que je voudrais revenir un peu dessus. D'abord, j'ai le sentiment, en fonction de ce que vous venez de dire, c'est que rien n'est joué, mais qu'on est dans une situation où il y a, sinon un duopole, peut-être un triopole, si on inclut la France et l'Europe dans ce processus de commerce. Mais où aujourd'hui se trouve la difficulté technique la plus importante? Il y a longtemps, enfin, on avait le sentiment que lancer un satellite, c'était un peu la prolongation ou le prolongement de techniques qui étaient déjà plus ou moins Hmm. maîtrisées Oui. au moment de la Seconde Guerre mondiale. Là, tout à l'heure, en évoquant des modèles différents par rapport aux satellites géostationnaires qui pourraient devenir démodés, par rapport aux techniques de récupération des lanceurs, on est peut-être passé à un niveau supérieur. Et est-ce que ce niveau supérieur exige des techniques particulières dont un pays, ou précisément, peut-être plus précisément les États-Unis, pourrait être détenteur et exercer un blocage? Est-ce que la Chine a réussi aussi de ce côté-là un déblocage? Éventuellement, où est l'Europe? Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de discuter d'une situation qui est en voie de disparaître? Et quelle pourrait être la situation future si on change de modèle technique ou bien si des techniques qui sont en train d'être mises au point pouvaient modifier considérablement les business models et les stratégies politiques internationales. Oui, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer ou ce qu'on dit qui est en train de se passer. C'est bah, cette réorientation complète du marché avec d'une part la réutilisabilité. Alors la Chine est embarquée dans une course à la réutilisabilité dans laquelle les entreprises privées sont assez pionnières. Puisqu'elles sont en compétition les unes avec les autres et leur survie dépend quand même de leur capacité à faire des lancements réutilisables. On n'a pas encore vu le premier lancement réutilisable réussi pour les entreprises privées chinoises, mais il y en a plusieurs qui ont annoncé de vouloir faire des tests d'ici à la fin de l'année. Donc on va avoir des informations très rapidement là-dessus et les méga constellations qui posent bah, un certain nombre de problématiques techniques, hein, la communication radar entre les satellites, les stations, les antennes sol, qui sont des défis techniques que Starlink a déjà résolus. Et donc là, on commence à être plus dans une compétition, comment dire? Une compétition sur la mise en œuvre de la chose que se poser la question de comment on fait précisément, etc. Donc c'est qu'une question de temps pour ça. Est-ce que ça va révolutionner
comment dire, le marché. Pour la réutilisabilité des lanceurs, je pense que oui, parce que ça occasionne vraiment une vraie baisse des coûts. Pour les méga constellations, il y a quand même un certain nombre de personnes qui alertent aussi aux aspects spéculatifs que revêt ce changement-là et posent la question de la réalité des marchés. Euh, en fait, Starlink, c'est quand même une entreprise qui repose beaucoup sur des subventions, qu'il s'agisse du Pentagone, parce qu'en fait, Starlink, c'est une technologie très utile aux militaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Chinois se sont lancés dans les méga constellations. Avant 2021, les pouvoirs publics n'accordaient qu'un intérêt limité aux méga constellations qu'ils considéraient comme une bulle spéculative. Et ensuite, en 2021, Starlink est mobilisé dans le conflit en Ukraine. Et donc là, ça devient un projet de sécurité nationale, etc. Donc oui, c'est une brique technologique indispensable enfin considérée comme indispensable pour le militaire. Et donc, les Chinois ne veulent plus lésiner là-dessus. Et c'est ça qui a donné lieu d'ailleurs à cette congestion réglementaire qui aujourd'hui se réouvre, parce que ça n'a pas si bien fonctionné que ça, le plan Guowang. Euh, et la question des marchés, en fait, elle serait peut-être un peu annexe. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, en fait, on a une très bonne connectivité par câble. Alors, ça permettrait de couvrir certaines zones qui sont pas, comment dire, desservies actuellement. J'ai une amie, par exemple, où une partie de sa famille en Corse utilise Starlink. Bon, est-ce qu'il y aura une compétition avec des réseaux chinois ou Iris Square, le projet européen? Je ne sais pas à quel point ça vise de la connectivité pour les privés, pour les personnes, euh, les familles, etc. Et un élément quand même, parce que vous posez la question de modification des stratégies internationales diplomatiques, ce que ça amène des dizaines de milliers de satellites en orbite, hein, parce que Guowang, c'est 13 000 satellites de prévus. On n'est pas sûr que ce soit faisable, en fait, avec la, la vitesse actuelle de lancement euh, qui a été assez lente. Enfin, les premières années, ils ont lancé que quelques satellites de test, donc ça va pas du tout aussi vite que prévu, surtout à échelle chinoise. Euh, donc on n'est pas certain qu'ils arrivent à lancer leur méga constellation dans les temps, puisqu'il y a un temps limité en fait pour l'allocation d'orbite et de fréquence à l'ITU. Mais dans tous les cas, si jamais ces dizaines de milliers de satellites arrivent bien en orbite, ça pose la question du Space Traffic Management. C'est le suivi en fait oui, le suivi des flux de satellites en orbite pour éviter des collisions, sachant que en cas de collision en chaîne, on peut arriver à un véritable désastre. Donc ça pose des questions importantes. Voilà. Qui souhaite poser une question? Oula, Moi, j'ai peut-être alors. une question. Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour Lucie. Alors, j'ai deux Hello. petites questions à te poser, peut-être un peu aussi générales. Mais à l'écoute de ton exposé, j'ai réfléchi sur le rôle de l'humiliation dans les sanctions internationales, avec l'histoire de l'amendement Wolf. Et je me suis demandé, voilà, en fait, plus généralement, quand on pose une sanction sur la Chine, le futur de la coopération, et en même temps, sur les enjeux aussi sensibles que le spatial, il y a des enjeux de renseignement qui se posent aussi. Je crois que dans les années 90, si les États-Unis se sont un peu retirés de leur partenariat chinois, c'est parce que il y avait des accusations d'avoir volé des plans d'armes ou etc. Est-ce que t'as enfin, est-ce que tu peux m'éclairer ou en tout cas éclaircir un peu ce point-là? Est-ce que tu as lu des choses dessus? Et deuxième question sur l'intégration civilo-militaire. Bon, j'ai bien compris qu'il y a une pluralité d'acteurs Ouais. et comment dire,
des concurrences entre les SOIs, entre les acteurs privés, entre les institutions locales et chaque fois qu'on parle de la Chine, on est sur ces enjeux-là. Il n'empêche que, pareil, sur le spatial, on est sur des biens à double usage souvent. Et où est-ce que peut s'immiscer l'État, le contrôle? Est-ce que c'est que dans la recherche? Est-ce que c'est que en amont? Ou est-ce que, in fine, quand même, sur ces startups, voilà, on peut imaginer une récupération des technologies ou un contrôle a posteriori des technologies. Est-ce que tu peux développer un peu ces enjeux-là ou est-ce que vraiment c'est des choses que tu as un peu éludées de ta recherche parce que tu te concentrais uniquement sur le commercial? Oui, 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 oui. Très bien. Bah, je note trois questions. D'abord, sur la question de ce qui s'est passé dans les années 90. Alors, c'est une séquence que j'adore. Et pour le coup, si je l'ai recherchée parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé. Donc, en 1996, me semble-t-il, la Chine lance, et c'est pas la première fois, un satellite pour le compte de Hugh et Loral. Donc c'est un satellite voilà, qui est lancé et il y a un échec au lancement. Pareil, c'est pas la première fois, il y a eu trois échecs sur l'ensemble des satellites lancés. Euh, à la suite de ça, il va y avoir une enquête menée par l'assurance. Et au cours de cette enquête, Hugh et Loral vont indiquer à la partie chinoise comment modifier les paramètres de vol pour éviter que ce problème se reproduise. Et ça va être repris par la presse, ça va faire la une du New York Times, parce que ils auraient par inadvertance, transmis des informations qui peuvent en fait aider la Chine à développer leurs missiles balistiques. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, on ne saura pas si ces informations ont effectivement servi à améliorer les missiles balistiques chinois. Et à l'issue de ça, ça va vraiment créer un gros scandale aux États-Unis, mais c'est très américain, enfin, c'est près de la politique domestique américaine, puisque ça va entrer dans le cadre d'accusations de la présidence de Bill Clinton et notamment le financement de la campagne de Bill Clinton qui aurait pu impliquer des dignitaires chinois, y compris des dignitaires militaires. Et donc, ça va créer une espèce de gate. De scandale qui va donner lieu à la rédaction d'un rapport qu'on appelle le rapport Cox. Ce rapport, aujourd'hui, il est très critiqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout certain que les accusations, notamment d'espionnage, aient été avérées. Ce qui se passe, c'est qu'après le crash, les autorités chinoises seraient allées récupérer le satellite ou quelque chose comme ça, et ce dont on accuse les autorités chinoises, sans doute les autorités locales, c'est de s'être servi de ça pour espionner le fonctionnement du satellite, parce que la Chine lançait des satellites pour les Américains, mais ils n'avaient pas le droit tellement de s'approcher du satellite, de peur qu'il y ait des transferts de technologie non volontaires. Euh, voilà. Enfin, ça, c'est assez classique hein, quand il y a des joint ventures, par exemple, établies à l'étranger, etc. On ne laisse pas les contrats locaux s'approcher de toutes les technologies. C'est pas surprenant. Mais voilà, ce rapport-là, aujourd'hui, il est critiqué. Et ça va donner lieu à un changement de politique. C'est-à-dire que sous la présidence de Clinton, il avait réussi, avec de longues batailles réglementaires, à faire sortir les satellites de télécommunication de la liste des munitions qui demandent des procédures spéciales d'acceptation, etc. Euh, Ce scandale-là va les faire retourner dans la liste des munitions. Et en plus de ça, c'est pas seulement qu'il faut un contrôle, enfin, il faut une approbation présidentielle pour pouvoir lancer le satellite. Ça, il y a une entreprise qui, peu après, va essayer de demander cette autorisation, mais cette autorisation, elle n'est pas accordée. Donc, de facto, il y a un ban. C'est un peu pareil pour l'amendement Wolf, c'est-à-dire qu'en théorie, c'est pas que la NASA peut pas dépenser un dollar, c'est que la NASA doit demander au Congrès. Mais comme personne n'ose demander au Congrès, de facto, c'est une coupure totale des échanges. Et ça, si tu veux une ressource là-dessus, c'est Hugo Meijer, que tu connais peut-être, qui a écrit un livre sur l'histoire des contrôles export américains. Il s'appelle Trading with the Enemy. Et c'est là que j'ai trouvé toutes ces informations-là et j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette et détaillé. Nathaniel Rome en parle aussi dans l'article que j'ai proposé. Donc voilà, si tu veux aller plus loin. Ensuite,
Le rôle de la CMI. Alors, en fait, ça vient plutôt de ce que j'ai lu dans les policies. Euh, donc les sources primaires, quoi. Ce qui revient beaucoup, c'est la notion de partage d'infrastructures, ce qui est tout à fait logique, puisque les pas de tir, ils sont opérés par l'Armée populaire de libération. Donc, il faut pouvoir donner accès aux entreprises privées à ces pas de tir-là. Ensuite, il faut se dire qu'il y a deux composantes à l'intégration civilo-militaire, hein. C'est le Chunchuan Min, du militaire au civil, et le Min Chuan Chun, du civil au militaire. En fait, c'est plutôt la première modalité qui a ce niveau de développement pour les lanceurs, parce que pour les satellites, c'est moins clair. Et je pense qu'il y ait pour les satellites, c'est à peu près certain qu'il y ait du civil vers le militaire, des transferts de données. C'est même absolument certain. Pour les lanceurs, à ce niveau de développement, ben non. En fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est le militaire qui va vendre des moteurs, par exemple, peut-être vendre des composants. Euh, sur étagère aux entreprises privées. Mais c'est pas si simple que ça, il y a des conflits en fait assez forts entre les entreprises dites traditionnelles, donc les entreprises d'État, et les entreprises privées, qui sont un peu méprisées par les entreprises traditionnelles. Donc la vente de composants, elle n'est pas forcément si simple que ça. Donc ça devrait te donner des éléments de réflexion utiles pour l'intégration civilo-militaire. Faut faire attention avec ce terme parce que enfin, faut être certain de quoi on parle, quoi. Et c'est-à-dire qu'actuellement, non, les entreprises privées sont pas suffisamment développées technologiquement dans les lanceurs pour aller fournir le militaire. Elles aimeraient bien faire des lancements pour le militaire, mais elles ne sont pas suffisamment qualifiées. C'est ce qui m'a été dit en entretien. Donc, voilà. Ensuite, les modalités de contrôle de l'État sur les entreprises. C'est une question assez compliquée. Les relations entre les entreprises et l'État, elles se font avant tout au niveau local. Parce que l'État central, il donne des orientations générales. Ce qui m'a été dit dans les locaux d'une entreprise de lanceurs, j'ai bien aimé cette formulation, c'est on encourage le spatial commercial, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Donc faites du spatial commercial, mais on ne vous dit pas précisément ce que c'est. Et encore une fois, hein, les lanceurs, c'était pas tellement clair de si leur développement était autorisé ou pas. Donc ça, c'est le rôle de l'État central qui globalement va vaguement encourager le spatial commercial ou plus récemment va dire aux entreprises d'État, bon, vous arrêtez de leur mettre des bâtons dans les roues. Là où il y a vraiment des échanges, là où il y a vraiment contact, c'est au niveau local. Et il y a une convergence d'intérêts entre l'État au niveau local qui veut booster ses indices de performance, notamment par la création d'entreprises de haute technologie euh, dans des domaines prioritaires, dont le spatial, parce que le spatial, c'est un domaine prioritaire de développement technologique. Et donc, il va y avoir vraiment des... Enfin, oui, c'est ça, c'est un peu comme du forum shopping. Les entreprises vont décider où est-ce qu'elles vont s'installer. Et les gouvernements provinciaux vont leur proposer des conditions préférentielles. Alors, il y a des lieux où il est logique de s'installer. Par exemple, Xi'an, parce qu'il y a une très bonne université là-bas. Pékin, parce que tous les pôles de décision sont là-bas, donc tout le monde a un pôle à Pékin. Mais il y a aussi des lieux où c'est un peu moins clair. Par exemple, Bengbu en Anhui, qui est une ville à laquelle je me suis rendue, ne me paraît pas forcément un choix logique. Et ça nous amène à une problématique qui sont les dérives spéculatives intrinsèques aux politiques d'innovation en Chine. L'État central désigne des priorités, les gouvernements locaux s'engouffrent dans la brèche, et ce que m'a dit, ce qu'il y a dans un autre entretien, on m'a dit, mais en fait, aujourd'hui, il y a une province, un spatial commercial. Enfin, toutes les provinces ne vont pas faire du spatial commercial. Ça n'est pas possible. Et donc, par exemple, récemment, quelqu'un a fait une évaluation sur les principales entreprises de lanceurs chinois. Donc, je crois que c'est 7 entreprises. Au total, il y a 51 sites indiqués comme faisant de la production de lanceurs. On n'a pas besoin de 51 sites de production de lanceurs dans un pays. C'est pas,
c'est une dérive spéculative. Donc, dans les modalités de contrôle d'État, on a ça, hein. Et ensuite, bah, il va y avoir des comités du Parti communiste, hein. À partir du moment où on atteint un certain nombre d'employés, et je crois que c'est assez réduit le nombre d'employés, bah, faut mettre en place un comité du Parti communiste. J'étais tombée, je sais plus sur quelle entreprise, mais c'était une entreprise pas très vieille. Bon, bah, dans leur fil de communication WeChat, ils avaient dit, bon, bah voilà, on a établi un comité du Parti communiste. Néanmoins, ce comité-là, il a un rôle, je pense, très différent de celui qu'il peut avoir dans les entreprises d'État. Parce que, par exemple, quand tu regardes la publication sur les réseaux sociaux de ces groupes, qui sont des groupes énormes, hein, on parle de 150 000 à 170 000 personnes, les personnes qui signent les postes, un certain nombre de postes, c'est le département de la propagande. Donc là, on est à un autre niveau de présence de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un département de la propagande dans l'entreprise, et de toute façon, le but de l'entreprise, qui est une entreprise d'État, c'est d'appliquer les directives politiques. Donc, il y a tout un rôle d'apprentissage comment dire, des derniers congrès, des dernières décisions politiques. Il y a tout un rôle de faire percoler les directives issues du centre, ce qui est assez logique en fait, s'agissant d'entreprises d'État, mais ce qui n'a pas tellement de sens pour des entreprises privées qui, de toute façon, n'ont pas la capacité en termes de manpower, en termes de main-d'œuvre, de faire ça. Bah, ils sont pas suffisamment pour avoir un département de la propagande. Je veux dire, c'est déjà, en général, pour comment dire, la communication, ils n'ont pas forcément d'employés dédiés. C'est-à-dire, c'est des employés de l'entreprise qui, tour à tour, font des posts sur WeChat. Voilà. Merci beaucoup. Qui souhaite intervenir? Marianne? Non, les gens. Très admiratif du travail qui a été qu'a fait votre oratrice principale. Oui, oui, vous nous avez apporté tellement de choses que nous n'avons pas encore pu Tout digérer. les- Mais il y a une chose, il faudra que vous me communiquiez votre présentation en PPT, je la mettrai en ligne, je la Mhm. mettrai en ligne sous forme d'un PDF, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu lire à l'écran tout à Ah l'heure, oui. et peut-être que bah, c'était quand même, j'ai beau avoir un très gros écran, c'était quand même pas tout à fait toujours visible pour certains éléments, hein. Donc, ça peut servir de complément pour les uns et pour les autres. Et l'ambassadeur Catoire, qui tout à l'heure souhaitait s'exprimer et qui a deux accès aujourd'hui, en ce moment à la séance, nous entend-il d'abord, et souhaite-t-il toujours s'exprimer? On voit sa tête qui s'agite en bas de l'écran, mais écoutez, non. Personne ne souhaite poser question? D'autres? Non, ben écoutez, il nous reste à ce moment-là encore à remercier Lucie pour cet exposé que nous allons digérer lentement, hein, pour pouvoir en apprécier tous les éléments et toute la substance. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de vous revoir après le travail que vous allez mener en Chine à partir de l'année prochaine, hein. Et je vous souhaite donc bonne recherche et à Merci. bientôt. Merci. Merci aux uns et aux autres. On passera sur un sujet plus léger dans 15 jours, puisqu'on parlera d'arts martiaux chinois et de leur circulation en Afrique. Donc, on sera un peu moins dans l'espace et un peu plus sur l'Afrique. Et j'espère vous tous vous y retrouver. Merci. Merci Lucie. Au C'est Lucie. revoir. À Bonne journée à bientôt. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.